Dans l'univers du catch, chaque lutteur cherche à se démarquer car dans une industrie débordante de talent, être simplement bon ne suffit pas. Parfois, pour captiver l'attention, il faut savoir être unique. Et même si décrocher une ceinture peut te mettre en avant, ça n'est toujours pas suffisant pour marquer les esprits. C'est pourquoi certains ont choisi d'aller plus loin en personnalisant leur titre, créant des ceintures à leur image, symbole de leur passage dans l'histoire du catch. Mais quelles sont les ceintures les plus mémorables de cette catégorie? C'est exactement ce que nous allons découvrir en explorant l'histoire de ces titres uniques qui ont non seulement marqué la lutte mais aussi défini des carrières et des personnages inoubliables. Et si nous commençons quelque part, nous devrions vraiment le faire avec l'un des exemples les plus notoires et connus de tous, car quand John Cena a décidé de reconstruire le titre de la WWE en son nom en 2005, il l'a fait en créant la désormais célèbre Spinner Belt. Bien sûr, c'était une décision qui a à la fois ravi ses jeunes fans et mis en colère de nombreux détracteurs plus âgés à part égale. Pour les premiers, c'était considéré comme un design amusant et accrocheur qu'ils voulaient sans aucun doute acheter en réplique. Pour les seconds, c'était largement considéré comme un sacrilège. Mais bien que je ne sois pas entièrement d'accord avec les fans plus âgés, je conçois au moins que le design demande un certain temps d'adaptation. Car avec son logo de la WWE tournant au centre, il ressemble plus à un jouet d'enfant qu'à un prix de choix pour lequel les meilleurs lutteurs du monde devraient se battre. Cela dit, même si ce n'était pas toujours populaire, un tel mouvement était au moins en accord avec le personnage de Cena, car il était quelqu'un qui ramenait l'entreprise au jour des super-héros américains plus grands que nature tels que Hulk Hogan. Ce qui signifiait qu'avec l'immense popularité de Cena et de son propre design de la ceinture parmi les enfants, ce serait cette version du titre qui allait rester pendant presque une décennie par la suite. Longtemps après que Big Matt John ait perdu la ceinture et qu'elle soit passée à d'autres figures comme Edge et CM Punk. En fait, ce n'est qu'en 2013 qu'elle a fait ses adieux et qu'une nouvelle ceinture a été introduite à sa place. Et bien qu'à ce moment-là, de nombreux fans hardcore et même des lutteurs en coulisses étaient contents de la voir partir, il restait une partie du public qui avait grandi en voyant cela comme leur titre mondial. Et franchement, on ne peut pas dire qu'on passait une meilleure version du titre de mon point de vue. Mais peu importe, ce n'était pas comme si c'était la seule fois que Cena avait eu un design de spinner belt, parce qu'avant même qu'il ne devienne champion du monde, il avait commencé sa carrière en tant que champion des États-Unis à SmackDown en 2004. Et c'est à ce moment-là qu'il a introduit le modèle de ce qui allait suivre avec la version spinner de la ceinture secondaire. En effet, bien qu'il ne soit peut-être pas aussi bien mémorisé que ce qu'il a fait avec le titre mondial, le titre US de Big Matt John était tout aussi révélateur de la direction vers laquelle l'avenir s'orientait. Quelle était cette direction? Eh bien un produit plus convivial pour les enfants après l'Attitude Era, un produit qui avait plus en commun avec l'ère dorée des années 80 qu'avec l'audace de la fin des années 90. Et avec Cena déjà clairement positionné comme la future star de l'ère moderne au moment où il a remporté le titre des États-Unis pour la 3e fois en 2004, c'était le moment parfait pour le faire passer au niveau supérieur dans l'esprit des fans en lui permettant d'avoir sa propre version personnalisée de la ceinture. Bien sûr, celle-ci a fini par être de courte durée à long terme car après que le champion ait perdu la ceinture contre Orlando Jordan en mars 2005, JBL et son cabinet la détruisirent lorsqu'ils la jetèrent à la poubelle et l'embrasèrent. Mais même si c'était un début symbolique de la fin pour le personnage de Dr. After Dynamics de Cena, cela ne fit que conduire à des choses plus grandes à long terme, car moins d'un an après ça, il serait champion de la WWE et aurait commencé à évoluer vers son gimmick plus familier de Hustle, Loyalty and Respect. Et à partir de là, vous savez tout ce qui s'est passé. Il est devenu la star numéro 1 de sa génération et a finalement introduit la mentionnée Spinner Belt, représentative du titre mondial. Cela dit, ce n'était pas la dernière variation d'un tel design, car dans une tentative d'enrichir davantage leur rivalité lorsqu'il a battu Big Matt John pour remporter l'or à l'été 2006, Edge a introduit sa propre version sous la forme du titre Rated R. Qu'est-ce que c'était? Eh bien c'était essentiellement la ceinture de Cena, sauf avec un logo Rated R tournant, remplaçant celui de la WWE. En effet, ce design n'avait aucune originalité, mais ce n'était pas le but en réalité. L'objectif était plutôt de faire en sorte que les enfants détestent encore plus le Canadien qu'ils ne le faisaient déjà. Donc le voir manquer de respect au champion et à son titre personnalisé, eh bien cela ne passait tout simplement pas auprès des plus jeunes membres du public. Et ça signifiait que chaque fois qu'il montait sur le ring avec de l'or qui était d'une manière ou d'une autre encore plus laid et difficile à accepter que celui qui était venu avant, il était hué par les enfants même si une grande partie des hommes adultes le soutenaient toujours. Était-il ironique que ces mêmes fans qui avaient détesté le design de la ceinture spinner auparavant applaudissent maintenant efficacement pour elle parce qu'elle était sur une personne différente? Bien sûr, si Edge avait eu son mot à dire, sa ceinture n'aurait jamais été validée. Car lorsqu'il a d'abord été approché au sujet de l'idée d'obtenir un titre personnalisé, il est rentré chez lui et a dessiné un design qui ressemblait beaucoup plus à la classique ceinture intercontinentale. Et la raison de cela était qu'Edge n'était pas fan du design spinner car il estimait qu'il avait l'air trop enfantin et ne représentait pas pleinement ce que le champion du monde devait être. Mais quand il a été dit par la direction que sa version ne serait qu'une variante légèrement modifiée de celle de base, il a été forcé de manger ses mots et de traîner la ceinture Rated R avec lui chaque semaine.
Cela dit, toutes les ceintures personnalisées n'ont pas été aussi controversées parmi les fans et les lutteurs, car en effet, à plus d'une occasion, elles ont en fait été très bien accueillies, et peut-être qu'aucune d'entre elles ne reste aussi bien dans les mémoires que la ceinture Smoking Bull de Steve Austin. C'était l'un des premiers exemples du titre WWF recevant un redesign spécifique au personnage. La ceinture en forme de crâne fumeur était une marque de fabrique de Raw à la fin des années 90. Et c'était parce que pendant la plupart de cette période, Stone Cold était soit le champion de WWF, soit il chassait le titre après avoir été tabassé par Vince McMahon. Mais bien qu'il soit facile de comparer celle-ci à la ceinture personnalisée controversée de John Cena, ce qui la différencie finalement, c'est que dans sa véritable nature rebelle, Austin l'a en fait fabriquer sans la connaissance du patron. En effet, alors que la ceinture Spinner avait été une opportunité de merchandising très soigneusement calculée, l'équivalent de la ceinture Smoking Bull était quelque chose qu'Austin a décidé de créer de sa propre volonté après que les Road Warriors aient suggéré que le nouveau visage de l'entreprise devait avoir quelque chose qui le distingue de tous les autres champions du roster. Bien sûr, étant donné que ce n'était pas son idée, lorsque Vince McMahon l'a vu pour la première fois, il l'a détesté, le patron exigeant d'abord qu'Austin ne l'utilise plus à la télévision. Cela dit, une fois qu'il a réalisé à quel point elle était populaire auprès des fans, il a changé d'avis. Et ainsi, entre l'été 1998 et l'été 1999, elle est devenue synonyme du Rattlesnake. D'ailleurs, à un moment donné, elle est même devenue une partie clé dans les storylines lorsque Le Rock a volé le titre en avril de cette année-là et Austin est devenu une machine de guerre pour le récupérer. Mais à quoi ressemblait-elle réellement ? Eh bien, c'était essentiellement quelque chose de similaire au design du titre mondial Big Eagle, sauf qu'au lieu de présenter un oiseau déployant ses ailes sur le panneau avant, il avait peut-être sans surprise un crâne fumeur à la place. Et pour les fans des années 90, c'était aussi cool que possible, ce qui a permis à l'entreprise de réaliser une petite fortune en vendant des versions répliques. Mais ce n'était pas la première fois qu'un champion du monde obtenait une version personnalisée du titre suprême, car en effet pour la version OG de celle-ci, nous devons remonter à 1990, l'année où l'Ultimate Warrior a détrôné Hulk Hogan à WrestleMania 6. Pendant toute une génération, les fans se demandaient qui allait finalement dépasser le leader de la Hulkamania en tant que prochaine grande star de la WWF. Et en avril de cette année-là, ils ont enfin obtenu leur réponse car c'est à ce moment-là que l'Ultimate Warrior a enfin été couronné champion. Cela dit, dans l'esprit de son personnage iconique, Jim Hellings a choisi de ne pas se balader avec la ceinture classique Big Eagle après sa victoire. Au lieu de ça, il allait donner sa propre touche en changeant la couleur de la sangle selon son humeur chaque nuit. Parfois cela signifiait opter pour le noir traditionnel, parfois pour le bleu poudré et parfois cela signifiait même du blanc intégral. En réalité, c'était son choix à faire car pendant un certain temps, du moins, personne n'allait lui dire quoi faire car il était le roi incontesté du monde de la lutte. Néanmoins, au fil du temps, alors qu'il devenait clair que les fans ne prenaient pas le Warrior en tant que grande star de la même manière qu'ils avaient pris Hogan auparavant, les choses sont revenues à leurs anciennes habitudes lorsque le Hulkster a récupéré la ceinture et sa position au sommet de la carte en conséquence lors de WrestleMania 7. Mais même si ça marquait le retour à une version plus classique de la ceinture Big Eagle, sans doute le meilleur design de ceinture de toute l'histoire de la lutte, cela ne pouvait pas effacer le fait que pendant un certain temps, Jim Hellings a rendu le titre WWF plus accrocheur qu'il ne l'avait jamais été auparavant. Ne serait-ce parce qu'il avait l'air d'avoir été arraché directement de l'introduction de Saved by the Bell. Bien sûr, tous les designs de ceintures personnalisées n'ont pas été créés pour les hommes, car de temps en temps, ce sont les femmes qui obtiennent l'occasion de faire quelque chose de spécial, et dans l'histoire de la WWE, ça n'a été fait de manière aussi médiatisée que lorsque Lay Cool est devenue co-championne féminine, complète avec une ceinture divisée. En effet, entre 2009 et 2011, il y avait peu de figures plus proéminentes dans le roster féminin de la WWE que le duo Layla et Michelle McCool. Pourquoi ça ? Eh bien avec leurs personnages sortis tout droit de Mean Girls, elles servaient essentiellement de prototypes pour des duos ultérieurs tels que The Iconics et Ty Mello et Anna Jay à la EW. Étant donné à quel point elles ont réussi à captiver les fans en jouant des pestes arrogantes, il n'était qu'une question de temps avant que l'une d'elles ne remporte le titre féminin. Mais au moment de décider qui allait avoir cet honneur, la direction n'a pas pu trancher. Elle a donc décidé de donner la victoire aux deux. C'est ainsi qu'après avoir battu Beth Phoenix dans un match handicap lors de l'épisode de SmackDown du 14 mai 2010, chacune des deux détenait un droit légitime au titre de championne. Quand elles ont commencé à se disputer la ceinture en coulisses, elles ont fini par la déchirer accidentellement, ce qui les a amenées à chacune porter la moitié de la ceinture, partageant effectivement leur règne. Bien sûr, tout ça était un peu ridicule et différent de ce qu'on aurait pu voir dans la division masculine, mais pour le catch féminin du début des années 2010 à la WWE, c'était mieux que la plupart des scénarios. Et comme leur force résidait dans leurs personnages et leur talent en promo, Lay Cool a réussi à rendre tout ça captivant, jouant les heels qui coopéraient pour conserver leur règne commun au grand désespoir de toutes les autres faces du roster. Mais qu'est-il advenu de la ceinture lorsqu'elles l'ont finalement perdue ? A-t-elle été réparée avec de la superglue industrielle ou une couture soigneuse ? Eh bien non, car après avoir unifié le titre avec la ceinture des divas de Melina en septembre 2010, le titre féminin est officiellement retiré et n'a pas été revu jusqu'à ce qu'une version redessinée et entièrement intacte soit réintroduite en 2016. Et pendant ce temps, à la TNA, une star très populaire de l'Attitude Era, Jeff Hardy, obtenait sa propre ceinture personnalité.
Quelle était-elle? Il s'agissait bien sûr de la version immortale de leur titre mondial. En effet, après que son parcours à la WWE ait pris une fin temporairement triste en 2010 à cause de problèmes de drogue et d'alcool, le charismatique Enigma a tenté de reconstruire sa vie et sa carrière à l'Impact Zone. Et pour un temps, ça s'est avéré être une excellente décision pour lui, car après d'autres soucis qui ont presque fait dérailler sa carrière également là-bas, il s'est remis sur les rails assez longtemps pour rejoindre le clan immortal de Hulk Hogan. Mais ce n'était pas tout, car avec une équipe de légende à ses côtés, Jeff a également commencé à grimper les échelons de la division individuelle. Et ça s'est tellement bien passé pour lui que le 10 octobre à Bound for Glory, il a battu Kurt Angle et Ken Anderson dans un match triple menace pour remporter le titre mondial de la TNA alors vacant. Bien sûr, pour quelqu'un d'aussi unique que Jeff Hardy, la version standard de la ceinture ne suffisait pas. Reconnaissant cela, ses coéquipiers lui ont offert un cadeau lors de l'épisode suivant de Impact, sa propre ceinture personnalisée. Mais à quoi ressemblait-elle? Eh bien cette conception a divisé les opinions, étant de couleur violette avec sur la plaque avant une version de l'alter ego de Hardy, Willow. Cela dit, le champion semblait l'apprécier et c'est pourquoi au fil des semaines et des mois il a défendu avec fierté en renvoyant tous les prétendants rapidement. En janvier 2011, il a même fait connaître à l'international en l'emmenant à Wrestle Kingdom 5 au Japon où il a défendu avec succès contre Tetsuya Naito. Hélas, quelques jours plus tard, le temps du charismatique Enigma était révolu lorsque Ken Anderson l'a battu lors du pay-per-view Genesis le 9 janvier. Et après ça, cette ceinture personnalisée, l'une des plus étranges et singulières jamais créées, a été retirée et le design original est revenu à la télévision. Mais aussi étrange que soit ce design, il était au moins fabriqué en cuir traditionnel, tout comme chaque ceinture que nous avons discutée jusqu'ici. Car en ce qui concerne notre prochaine participante, ce serait une grande première dans l'histoire des ceintures personnalisées et de l'histoire de la lutte tout simplement. Car lorsque Daniel Bryan est devenu le champion de la planète en 2018, il a décidé de créer une ceinture en chanvre. Pourquoi? À ce moment-là, The American Dragon avait pleinement intrigué ses convictions écologiques dans son personnage de heel en caricaturant ses idéaux, blâmant tout le monde pour la pollution et le massacre des animaux. Refusant donc une ceinture en cuir puisqu'il était vegan, il a conçu une ceinture faite de chanvre et de plaques de chêne, un design magnifique qui a parfaitement renforcé son personnage. Ça n'a fait qu'augmenter l'envie des fans de le voir perdre car tous voulaient le retour du design classique. Ce moment euphorique est finalement arrivé 5 mois plus tard lorsque Bryan a finalement perdu face à Kofi Kingston à WrestleMania 36, permettant à ses coéquipiers du New Day, Biggie et Xavier Woods, de lui remettre l'ancienne ceinture avec sa sangle en cuir et ses plaques dorées. Et que faire si vous êtes un catcheur qui ne peut pas avoir le big moment en remportant un titre mondial? Comment vous démarquer dans ce cas? Eh bien, vous pouvez faire comme Ted DiBiase en 1989 et créer le $1 Million Championship. En effet, nous parlons maintenant des ceintures qui n'ont jamais été officiellement sanctionnées par la compagnie. Tout a commencé lorsqu'après avoir échoué à battre Macho Man Randy Savage pour le titre WWF à WrestleMania 4, le $1 Million Man a décidé de créer sa propre ceinture et de se proclamer champion. Bien sûr, pour les officiels de la WWF, une telle revendication n'avait aucune légitimité, et c'est pourquoi ils n'ont jamais reconnu le $1 Million Championship comme l'un de leurs titres. Pourtant, même si c'était le cas, cela n'a pas empêché DiBiase de le montrer semaine après semaine, exhibant sa richesse et son pouvoir à tous ceux qui voulaient bien le voir, avec une ceinture ornée de 3 grands signes dollars incrustés de zircon cubique. Il lui arrivait même de la mettre en jeu contre des adversaires comme Jake the Snake Roberts ou Virgil, auquel il a brièvement perdu la ceinture. Mais comme la ceinture n'était jamais officiellement reconnue, ce changement de titre n'a pas été enregistré dans les archives de la WWF, permettant ainsi à DiBiase de prétendre, du moins dans son esprit, qu'il restait champion. Le titre $1 Million n'a jamais été formellement sanctionné, même après avoir été longtemps inactif et réintroduit plusieurs fois à la télévision. Notamment pour Ted DiBiase Jr. en 2009, pour Cameron Grimes en 2021 et plus notablement pour le Ringmaster en 1996, un certain catcheur qui allait marquer durablement l'industrie. Mais ce n'était pas le seul titre non officiel dans le monde du catch, car à peu près au même moment où le titre $1 Million était remis à Steve Austin, Taz, frustré de ne pas pouvoir remporter le titre majeur à la ECW, a introduit son propre titre, le FTW Championship. Représenté comme le Fucking the World, s'intégrait parfaitement à l'esprit hardcore de l'ECW à l'époque. Tout a commencé en mai 98, suite à l'annulation de son match pour le titre mondial contre Shane Douglas, blessé. Taz accusa Douglas d'essayer de l'éviter. Et déterminé à obtenir ce qu'il méritait, il se proclama le champion sans couronne et créa le FTW Championship lors d'un événement de l'ECW appelé It Ain't Seinfeld. Au départ, il ne s'agissait que d'une ceinture personnalisée peinte en orange avec le nom de Taz, mais une version plus officielle ne tarda pas à apparaître, arborant fièrement l'esprit provocateur de Taz. Même avec une ceinture plus élaborée, le CW n'a jamais reconnu officiellement ce titre, donc le titre de champion FTW devait donc être décidé sur le système d'honneur entre les catcheurs eux-mêmes. Cela a conduit à une victoire temporaire de Sabu en décembre de la même année, Taz ayant lui-même permis cette défaite, estimant qu'il n'avait plus besoin du titre après avoir obtenu et gagné son match pour le championnat mondial. À ses yeux, le FTW Championship avait accompli sa mission.
Néanmoins, même lorsque la ceinture fut retirée quelques mois plus tard, elle n'était pas vouée à disparaître pour toujours. Car des décennies plus tard, en 2020, Taz, devenu manager puis plus tard commentateur chez All Elite Wrestling, a remis le FTW Championship à son protégé Brian Cage. Depuis, il a été porté par d'autres lutteurs dont Ricky Starks et même le fils de Taz, Hook, bien que Tony Khan ne l'ait jamais officiellement reconnu. Et finalement, lors de l'épisode de Dynamite Grand Slam le 25 septembre 2024, Hook a officiellement mis fin à l'histoire du FTW Championship après une défense de titre. Dans un geste chargé d'émotion et de respect, il a décidé de retirer cette ceinture emblématique en la rendant à son père Taz, le créateur original du titre. Mais même cette ceinture a eu plus de visibilité que notre dernier titre du jour, l'Internet Championship de Zack Ryder. En effet, au début des années 2010, Zack Ryder a su gagner en popularité grâce à YouTube et pour capitaliser sur son succès, il a introduit le WWE Internet Championship. Le seul problème était que cette idée venait de lui et non de Vince McMahon et donc en conséquence le patron ne l'a jamais accepté officiellement et ne l'a jamais autorisé à la télévision. Bien sûr, il a été défendu lors de quelques house shows tout au long de 2012 et à un moment donné, Michael et Jerry Lawler ont même qualifié Ryder de champion de l'internet à Raw. Mais quant à la ceinture physique, elle n'a jamais été vue à la télévision tant que les caméras filmaient toujours. Pourtant, les fans peuvent découvrir ce titre dans les jeux WWE 13 et WWE 2K14 où il est disponible en tant que modèle de ceinture personnalisée. Et si vous assistez à un show indépendant avec Zack Ryder devenu Matt Cardona à l'heure actuelle, il est possible que vous le voyez encore porter cette ceinture modifiée depuis, mais toujours arborant le même prestige. Donnant la preuve que même un titre personnalisé peut garder une fanbase fidèle, prête à en redemander. Et voilà les gars, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire si elle vous a plu, à liker et à partager la chaîne, c'est très important. Petit sujet qui me passionne moi dans l'univers du catch, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme je vous l'ai dit précédemment. Dites-moi surtout si des petites vidéos comme ça sorties de l'ordinaire vous intéressent, sinon j'en referai d'autres sur d'autres sujets. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine pour une autre histoire, c'était Vince et je vous remercie tous. À plus.